cœur de Tunis, perché sur une colline, Sidi Bou Saïd est le plus célèbre village de Tunisie. L'architecture de ces maisons blanches aux boiseries bleues, la vue panoramique sur le golfe de Tunis, en font aussi l'un des plus charmants de la Méditerranée. Mais au détour des ruelles, des coupoles de mausolées racontent qu'ici se déploie une force spirituelle insoupçonnée, qu'ici se trouve une terre chargée de sacralité. À la fin de l'été, dans les rues, se manifeste toute la ferveur de l'héritage mystique du lieu. Une longue procession traverse le village. Les adeptes de différentes confréries soufis viennent rendre hommage à celui qu'ils considèrent comme un maître spirituel, le saint Sidi Bou Saïd, ce saint musulman qui a donné son nom au site. Tous en rythme, dans leurs robes de laine blanche, les initiés soufis cherchent l'élévation spirituelle au son des tambours et des psalmodies. Pour cette branche mystique de l'islam, c'est une façon d'essayer d'atteindre une union intime avec Dieu. Grand maître religieux, le soufi Sidi Bou Saïd el-Béji vécut ici au Moyen-Âge et fut enterré sur ce promontoire. Un site alors stratégique, un lieu de surveillance face à la mer. Au cœur du village se trouve le célèbre Café Eau, plus connu sous le nom de Café des Nattes. Mais le Café des Nattes n'est pas un café comme les autres. Il a d'abord été un lieu de recueillement et de prière. Les membres d'une confrérie soufie venaient y prier, parfois jusqu'à la transe, buvant toute la nuit du café pour se maintenir éveillés. Ce n'est probablement qu'à la fin du XVIIIe siècle que l'entrée principale et le vestibule de la mosquée du village se transforment en café. Aujourd'hui, peu de gens savent où mène ce petit escalier qui se trouve juste derrière le Café des Nattes. Alors, nous sommes derrière le café, dans la cour principale de la mosquée et le mausolée, où se trouve le tombeau du saint Sidi Bou Saïd. Sidi Bou Saïd a vécu du milieu du XIIe siècle au premier tiers du XIIIe siècle. Il habitait principalement à Tunis, mais il fuyait la ville pour venir ici, sur cette colline qui s'appelait à l'époque la colline du phare. Il y avait un phare depuis l'Antiquité qui guidait les bateaux pour qu'ils évitent le cap de Carthage. Donc il venait ici, c'était le calme, il n'y avait aucune habitation, et il venait pour la méditation. Aujourd'hui, le tombeau de Saint Sidi Bou Saïd fait toujours l'objet de visites pieuses. Donc Sidi Bou Saïd, depuis des siècles, est là, et depuis des siècles reçoit chaque jour des visiteurs, des pèlerins, qui viennent faire leurs prières et demander une intervention du saint. Bien sûr, en contrepartie, ils offrent symboliquement quelque chose. Ça peut être un Coran, le livre saint, ça peut être d'autres dons, ça peut être des lustres, et ça peut être également de l'argent. Et cet argent-là sert pour entretenir les lieux, ça sert également à offrir quelques aides aux pauvres. Par contre, ces petits moments, ce sont des dons, mais qui sont offerts aux enfants, qui viennent ici également faire leurs prières et demander une intervention du saint. Ça doit être l'époque des examens. Au XIIe siècle, ce promontoire devient un lieu de méditation et de transmission entre maîtres soufis et disciples. Walid Maouya, originaire du village, appartient lui-même à une confrérie soufie. Nous sommes ici à un endroit qui est très puissant spirituellement.
Et on peut s'en rendre compte dans la mesure où les grands maîtres soufis s'installaient ici. Rien que de voir ce lieu-là, on peut s'installer en contemplation et rien que quelques pierres, quelques endroits qu'on peut voir autour de nous, les gens viennent et s'installent et contemplent. Donc véritablement, c'est un lieu de retraite, même si c'est une retraite d'une demi-heure, mais c'est une retraite. L'origine du soufisme date de l'avènement de l'islam. Il est souvent défini comme la science des états spirituels dont la maîtrise doit permettre à l'initié de dépasser son ego, de lutter contre les passions et les illusions qui l'assaillent afin de parvenir à la connaissance et à la contemplation de Dieu. Et généralement, ces saints hommes et ces saintes femmes, dans leur vie au quotidien, ils sont, je dirais, au service des autres. Ils ont un statut spirituel exceptionnel. Alors ça peut se réaliser par des miracles, ça peut se réaliser par quelque chose de miraculeux. La puissance spirituelle du lieu est telle qu'elle a traversé le temps, mais aussi l'espace, trouvant un écho même au-delà de l'Atlantique. J'aimerais bien raconter une histoire qui m'est arrivée il y a à peu près 2 ans de cela. Une dame canadienne voulait rencontrer Sidi Moussaïd. Elle l'a vu en rêve et il lui a dit « Viens à Tunis ». C'est une femme, bien entendu, qui est déjà versée dans la spiritualité. Et ce qui était très impressionnant dans cette dame-là, c'est qu'elle est venue avec une attitude d'humilité. Et cette attitude d'humilité m'a surpris, moi qui suis habitué quand même à vivre ici, c'est qu'elle a enlevé même ses savates. Et elle marchait pieds nus en respect par rapport au lieu. Et j'ai trouvé que ce geste-là était un geste d'humilité et de respect vis-à-vis des saints hommes et des saintes femmes qui, pour la plupart, sont enterrés ici tout autour de Sidi Moussaïd. De nombreux mausolées signalent la présence de ces saints dans le village. Des saints et des saintes venus marcher dans les pas de Sidi Bou Saïd. Certaines de leurs tombes se trouvent même dans des lieux inattendus. L'une d'entre elles a été encastrée dans l'un des murs du Café des Nattes. D'autres tombeaux se trouvent même à l'intérieur de certaines maisons du village. On est chez la famille Schlegou, Habib Schlegou, donc, qui a eu la gentillesse de nous recevoir. Et le tombeau de leur aïeul, Sidi Hassine, est installé ici, dans le salon. Donc, il est là, il vit avec eux vivent avec lui. Et il y a ce que j'appelle la rencontre des âmes qui se fait de façon naturelle, sans je dirais, sacralité, sans interdit, avec tout ce qu'il y a comme douceur dans la spiritualité et dans le soufisme. À partir du XVIe siècle, on construit un véritable mausolée en l'honneur du saint Sidi Bou Saïd, ainsi que des dépendances pour le séjour des pèlerins qui viennent lui rendre visite. À cette époque, les corsaires prennent Sidi Bou Saïd comme saint protecteur pour leurs expéditions. Leurs navires prennent alors le large à partir du port de la Goulette, à quelques kilomètres de là. Ils quittent le port de la Goulette, ils doivent contourner la presqu'île de Sidi Bou Saïd pour arriver au large. Et là, ils donnent 3 coups de canon pour saluer le saint et demander sa bénédiction pour que leur sortie soit bénéfique. À leur retour, également, ils rentrent au port, puis ils prennent la part du saint, ils viennent d'abord ici et ils offrent sa part pour les fidèles, les pèlerins, etc. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que le village prend un réel essor, avec la construction de palais et de belles demeures par des princes, des hauts fonctionnaires, des commerçants et de riches propriétaires terriens. Mais c'est au début du XXe siècle qu'un baron européen et peintre orientaliste, Rodolphe d'Erlanger, va faire connaître Sidi Bou Saïd dans le monde entier. Il y fait construire un palais extraordinaire qu'il nomme Enejma Zara, l'étoile de Vénus.
Ce n'est certainement pas un hasard si le baron d'Erlanger choisit ce village. Attiré par la beauté et la spiritualité des lieux, ce fils d'une famille de banquiers d'origine allemande, de naissance française et de nationalité britannique, décide de quitter son confort parisien et change ainsi radicalement de vie afin de vivre pleinement son rêve d'Orient. Je ne peux personnellement pas comprendre que quelqu'un lâche tout ça s'il n'y avait pas une raison profonde. Et je pense que cette raison, c'était cette recherche de vérité, donc recherche intérieure, introspective, tout un parcours de méditation. Il fait débuter la construction de sa demeure en 1911. Un palais aux influences andalouses, mais aussi marocaines et tunisiennes. Rodolphe d'Erlanger était un peintre orientaliste qui a fait beaucoup de voyages à travers les pays d'Orient et à un certain moment, il est devenu en quelque sorte le peintre de la Tunisie, voire un peintre tunisien. Féru de spiritualité, le baron d'Erlanger a laissé une empreinte et un héritage inestimable à Sidi Bou Saïd. Son palais, devenu aujourd'hui un musée, abrite un centre des musiques arabes et méditerranéennes à l'atmosphère singulière. J'ai l'impression parfois que l'âme du baron continue à virevolter ici dans ce palais. Rodolphe d'Erlanger sans peut-être se convertir à l'islam, ce n'est pas très important parce que il s'est beaucoup rapproché de la philosophie, de la pensée mystique musulmane. Le baron d'Erlanger meurt en 1932 et c'est tout naturellement dans un petit mausolée qui s'inspire de l'architecture locale qu'il a choisi de reposer pour l'éternité dans un coin de son jardin. Le village tunisien de Sidi Bou Saïd, qui mêle harmonieusement depuis des siècles le profane et le sacré, rassemble toujours sur son promontoire touristes et pèlerins, tous subjugués par la beauté du site, comme un appel à la méditation et au désir d'absolu.